Former child star Gary Coleman, who shot to fame on TV sitcom Different Strokes, died in a Utah hospital. L'acteur de petite taille Gary Coleman était une star dans le monde entier. Dans les années 1980, ses joues potelées, ses mimiques et son humour ont conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Parmi la constellation des enfants stars, il brillait plus que les autres. Mais au sommet de sa gloire, il est rattrapé par de graves problèmes de santé. Une flopée de médecins, des hospitalisations à répétition. Et alors que sa carrière est en perte de vitesse, il défraie la chronique, mais pas pour les bonnes raisons. Il se taille une réputation de tête brûlée et connaît des démêlés judiciaires très médiatisés. Les gens ne le laissaient pas tranquille et il était de plus en plus en colère. Et le 28 mai 2010, Gary Coleman meurt après un incident à son domicile dans l'Utah. Les théories les plus folles commencent à circuler. There's still not a really clear answer to how he fell and how there was so much blood involved. Je craignais vraiment pour la sécurité de Gary. La vie de Gary semble émaillée de conflits et de controverses. Et apparemment, sa mort ne fait pas exception. Mais son décès prématuré est-il la conséquence de l'un des nombreux problèmes de santé qui lui ont gâché la vie? Ou, comme certains l'affirment, le dénouement d'une affaire beaucoup plus sombre? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renom. Au cours de sa carrière, il a pratiqué plus de 4000 autopsies. Aujourd'hui, il est le chef du service médico-légal d'une des plus grandes villes des États-Unis. Il travaille en étroite collaboration avec la police. Sa spécialité, démêler les causes des morts suspectes. Gary Coleman est mort dans des circonstances mystérieuses. Est-ce le destin tragique d'un enfant star qui a mal tourné? Ou bien l'histoire est-elle plus complexe? En m'appuyant sur son dossier médical et sur les rapports de la police, je vais reconstituer le fil des derniers jours et des dernières heures de Gary afin de déterminer exactement ce qui lui est arrivé. « 25 mai 2010, à Santa Queen dans l'Utah. 3 jours avant la mort de Gary. Il est chez lui en train de jouer avec ses maquettes ferroviaires. C'est son passe-temps favori depuis qu'il est enfant. Gary avait une passion absolue pour les maquettes de train. Il pouvait consacrer des heures entières à la création d'un nouvel espace, d'un nouvel univers pour sa maquette de chemin de fer. Et il en tirait un plaisir immense. Gary vit avec son ex-femme, Shannon Price, de 18 ans, sa cadette. Le couple s'est marié en 2007 avant de divorcer 1 an plus tard. Malgré leur relation houleuse, ils continuent à vivre sous le même toit. Ces dernières années, Gary n'a reçu aucune proposition de rôle et les frais médicaux liés à ses nombreux problèmes de santé l'ont mis sur la paille. Un simple coup d'œil au dossier médical de Gary montre qu'il a eu beaucoup de problèmes de santé tout au long de sa vie. Savoir si l'un d'entre eux est à l'origine de son décès et si oui, lequel, ne va pas être évident. Gary Wayne Coleman naît à Zion dans l'Illinois le 8 février 1968. Ses parents, W.G. Coleman et Edmonia Sue, sont issus de familles modestes de la campagne du sud des États-Unis. Le couple travaille ensemble à la blanchisserie d'un hôpital de Chicago. Ils suivent des cours du soir afin de préparer au mieux l'avenir de leur fils. Petit, Gary montre déjà des dispositions pour la comédie. Et en 1977, à l'âge de 9 ans, il est choisi pour jouer dans une publicité pour une banque basée à Chicago. Gary a été repéré par un découvreur de talent qui travaillait pour Norman Lear. You can never have too many Hubert dolls, cause... Norman a vu les images et il a dit « Il faut que je fasse venir ce gamin à Hollywood ». C'est comme ça que Gary a été repéré. Moins d'1 an plus tard, et au terme d'un casting rigoureux, Gary décroche le premier rôle dans une nouvelle sitcom, Arnold et Willie. Gary y campe le personnage d'Arnold Jackson, un des 2 frères adoptés par un riche homme d'affaires blanc à la suite du décès de leur mère. Sa bouille craquante et son talent comique font mouche. Et il s'impose rapidement comme la star de la série.
Il était tellement drôle. Il avait ce grand sourire, ses joues à croquer. Il était tout simplement adorable. Et puis il disait quelque chose et on ne pouvait pas s'empêcher d'éclater de rire. Le détail le plus frappant chez Gary est sa taille. À l'âge adulte, il ne mesurait qu'1,42 m. Les gens aussi petits souffrent généralement d'une maladie génétique, l'achondroplasie, aussi appelée nanisme. Les adultes atteints de cette maladie ont une espérance de vie normale. Néanmoins, ils peuvent avoir une tête anormalement grosse et une déviation de la colonne vertébrale. Mais si on observe attentivement son corps, on s'aperçoit qu'il était bien proportionné, donc il doit y avoir une autre explication à sa petite taille. Et je crois l'avoir trouvée. L'enfance de Gary semble avoir débuté normalement. Mais à l'âge de 22 mois, je vois qu'on lui a diagnostiqué une néphrite. C'est une maladie congénitale des reins potentiellement mortelle. Cette maladie survient quand l'urtère se bouche, c'est-à-dire le canal transportant l'urine depuis le rein jusqu'à la vessie. À cause de cette obstruction, l'urine revient dans les reins, ce qui détruit complètement les reins et endommage grièvement la vessie. Sans une transplantation rénale, Gary n'aurait pas survécu. 18 décembre 1973. Gary est âgé de 5 ans. Après 2 ans d'attente, un donneur de rein a enfin été trouvé. Le petit garçon passe 7 heures au bloc opératoire pour la transplantation. C'est une épreuve que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Quand on est un tout jeune enfant face à ce genre d'horreur, c'est sans fin. Ça vous hante tous les jours. La greffe de rein est un succès, mais Gary est contraint de prendre de fortes doses d'immunosuppresseurs afin d'éviter que son corps ne rejette ce nouvel organe. Une fois, il a dit à quelqu'un qu'il prenait tellement de médicaments qu'il était surpris de ne pas teinter quand il marchait. Je vois ici qu'il prenait notamment un médicament appelé prednisone. C'est un stéroïde qui contient de la cortisone et à forte dose, sur une longue période, il peut faire gonfler les joues. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Cushing ou visage de lune. Par ailleurs, la prise de stéroïdes chez les enfants, surtout s'ils sont atteints de défaillance rénale, peut retarder la croissance. Les os sains contiennent des plaques cartilagineuses qui permettent aux os de s'allonger tout au long de l'enfance. Or, quand les reins cessent de fonctionner, le métabolisme du calcium est interrompu. Du coup, les plaques cartilagineuses s'ossifient prématurément et les os cessent de grandir. Je ne pense pas que les effets secondaires liés au traitement que suivait Gary, ni sa petite taille, aient un quelconque lien avec son décès. Mais sa néphrite, associée aux stéroïdes puissants qu'il prenait, explique sa petite taille et son allure si spéciale. Si Gary avait eu des reins sains, il aurait eu une taille normale. C'est précisément sa petite taille ainsi que ses joues potelées et sa capacité à jouer le rôle d'un garçon beaucoup plus jeune que lui qui propulse Gary au rang de superstar. Il est devenu une star car il avait ce don pour sortir une réplique qui bluffait tout le monde. C'était un génie autodidacte. En 1981, Gary devient l'un des acteurs de sitcom les mieux payés du petit écran. La rumeur dit qu'il toucherait la somme rondelette de 70 000 $ par épisode. Les parents de Gary quittent leur emploi pour s'occuper de sa carrière. Ils se paient en empochant 20% de ses salaires. La série est un immense succès, mais en coulisses, des tensions commencent à apparaître. En 1983, au studio d'enregistrement Metromedia Square, Gary a 15 ans et il accepte de plus en plus mal de jouer le rôle d'un enfant. Sa célébrité et ses problèmes de santé commencent également à lui peser. Gary portait toute la série sur ses épaules. Il était le gagne-pain de tout le monde et il le savait. Il en avait marre de prendre des cours particuliers sur le plateau. Il voulait aller dans une école normale, être un enfant comme les autres. Gary voulait arrêter de travailler. Il ne voulait pas faire la saison suivante. Ses parents l'ont obligé. Ils ont dit « encore une, et ce sera fini ». Gary a dit qu'il allait arrêter de travailler et cela impliquait une baisse significative de revenus pour tous les gens qu'il avait rendus si riches.
Gary était clairement sous pression pendant le tournage d'Arnold et Willie. Il travaillait dur et il avait des responsabilités énormes pour quelqu'un de son âge. Et j'ai trouvé quelque chose dans son dossier médical qui indique que sa défaillance rénale a été un problème récurrent tout au long de sa vie. On sait que Gary a eu une transplantation rénale à l'âge de 5 ans. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi il était sous dialyse au cours des semaines qui ont précédé sa mort. 26 mai 2010, à l'hôpital Utah Valley. 8 heures du matin, 2 jours avant le décès de Gary. Gary est à sa séance de dialyse habituelle de 4 heures. La dialyse consiste à éliminer les impuretés du sang. Elle fait office de rein artificiel. Le sang entre dans la machine où les déchets sont filtrés. Le sang purifié est ensuite réinjecté dans le corps. Je sais que Gary a eu une greffe de rein à 5 ans. Mais je vois ici qu'à l'âge de 14 ans, à l'apogée de sa carrière, sa transplantation a échoué. Il a eu recours à l'autodialyse en attendant de trouver un autre donneur compatible. Mais Gary n'a pas le temps de souffler. Il continue à travailler sans relâche pour la série. Quand on joue dans une sitcom, on travaille énormément, jusqu'à 15 heures par jour. Et comme il est rapidement devenu la star de la série, il a sans doute été contraint d'en faire plus que ce que ses médecins lui recommandaient. En 1984, Gary a reçu un nouveau rein, mais il n'a tenu que 13 mois. Le 31 décembre 1985, il a dû être opéré pour qu'on le lui retire. Cela signifie que Gary n'avait plus de rein fonctionnel. Et cela explique pourquoi il était sous dialyse quelques jours avant son décès. Gary était tellement triste d'avoir perdu ce deuxième rein qu'il ne voulait plus entendre parler d'une autre greffe. Il estimait que la science n'avait pas suffisamment fait de progrès pour lui garantir qu'il ne risquait pas de perdre l'autre rein. Perdre un organe transplanté est très traumatisant. Et Gary est passé par là à 2 reprises. Cela a dû être extrêmement dur. Et le choix qu'il a fait ensuite, la dialyse pour le restant de ses jours, prouve à quel point il a dû souffrir à la suite de ces 2 greffes ratées. À partir de cette date, Gary vivra effectivement sous dialyse. Quand je l'ai connu, il avait 3 séances de dialyse par semaine. Tout était organisé en fonction de la dialyse. Il ne s'en plaignait jamais. Il faisait face avec beaucoup de dignité. C'était un aspect intéressant de sa personnalité. Il ne cherchait pas à susciter la compassion. Quand on tournait avec Gary et qu'il sortait tout juste de dialyse, il était au top de sa forme, plein d'énergie, enthousiaste. Il était au taquet. Et ensuite, on le voyait décliner. La dialyse n'est pas une solution à long terme. L'espérance de vie moyenne d'un individu sous dialyse est de 5 à 10 ans. Et Gary a été sous dialyse pendant plus de 25 ans. Les toxines s'accumulent dans le système sanguin et se répandent ensuite dans tous les organes vitaux. Si ces organes sont endommagés ou cessent de fonctionner avec le temps, c'est la mort assurée. Tous les 3 jours, tout au long de sa vie, on lui introduisait un tube dans sa poitrine pour faire une dialyse. Cela devait être extrêmement difficile à vivre. L'infection est un autre risque inhérent à la dialyse, car elle nécessite un accès fréquent au système sanguin. Les patients sous dialyse à long terme se font souvent opérer afin de créer des abords vasculaires et de faciliter ainsi l'accès au système sanguin. Cette intervention est nécessaire car les veines ont tendance à s'affaisser après des piqûres à répétition. Et elle diminue également les risques d'infection. Et comme Gary a été sous dialyse pendant 25 ans, je m'attendais à ce que ce soit la solution pour laquelle il avait opté. Or, en 2009, un an avant son décès, Gary s'est fait poser un cathéter. Normalement, cette technique d'accès à court terme n'est pas recommandée pour un usage supérieur à 3 semaines.
Je n'ai trouvé aucune explication à cette décision, mais je suppose que c'est parce que l'opération visant à créer un abord vasculaire avait échoué. Et ce cathéter à court terme était donc la seule solution qui lui restait. Il était toujours extrêmement précautionneux en matière d'hygiène. Il veillait à ce que tout et tout le monde soit parfaitement propre. Il voulait être sûr de ne contracter aucune infection. C'était un souci permanent chez lui. Des études ont montré que les patients qui utilisent un cathéter plutôt que d'autres techniques d'accès au système sanguin sont beaucoup plus à même de mourir d'une infection. Des bactéries comme le SARM, un staphylocoque résistant à la méticilline, risquent à tout moment de s'introduire dans le cathéter et dans le système sanguin, ce qui peut mettre la vie du patient en danger. Une grave complication liée à la dialyse à long terme de Gary est-elle à l'origine de son évanouissement, de sa chute sur la tête et pour finir de sa mort? En 2009, Gary a eu une très grave infection due à son cathéter de dialyse. Et elle ne s'est jamais vraiment résorbée. C'était douloureux et elle lui empoisonnait vraiment la vie. Il devait faire très attention. Une fois, il tournait un film au Texas et il est tombé malade. Il a attrapé une infection qui a duré plusieurs semaines. Même si Gary a contracté plusieurs infections au fil des années à cause de sa dialyse, rien dans son dossier médical ne suggère que son décès soit lié à une infection ou toute autre complication. Il est évident que Gary prenait sa dialyse très au sérieux. Et si cela n'avait pas été le cas, il serait mort beaucoup plus jeune. C'était quelque chose qu'il était obligé de faire pour rester en vie. Ce n'était pas sujet à discussion. Le 26 mai 2010 à 12h40. Épuisé par ses 4 heures de dialyse, Gary rentre chez lui et trouve sa compagne Shannon au lit devant la télévision. Une des nombreuses complications liées à une défaillance rénale est le risque accru de maladies cardiovasculaires. Le stress favorise également les maladies du cœur. Et on sait que Gary subissait une pression énorme. La popularité de Gary grandit et sa charge de travail aussi. Son emploi du temps ne lui laisse aucun répit. Gary ne jouait pas seulement dans Arnold et Willy, il travaillait toute l'année. Il travaillait sans arrêt et en plus, il devait gérer aussi ses limites physiques et ses nombreux problèmes de santé. C'était absolument éreintant pour lui. C'est le moins qu'on puisse dire. L'insatisfaction de Gary est telle qu'il finit par demander à participer davantage à l'écriture de son rôle. Gary s'exprimait beaucoup plus ouvertement sur son mécontentement et sur son sentiment d'enfermement. Il voulait faire entendre sa voix sur le plan créatif, participer à la construction de la série et au scénario. Gary jouait le rôle d'un garçon beaucoup plus jeune que lui. Dans la vraie vie, il grandissait psychologiquement et physiquement. Mais à l'écran, il était figé. Cela a dû créer un très grand conflit intérieur. C'était un jeune adulte, mais il était vu comme un enfant par tous ceux qui l'entouraient. Gary a obtenu gain de cause. Il joue désormais un garçon de son âge. Mais l'audimat ne suit pas. En 1986, Arnold et Willy est déprogrammé. Quand Arnold et Willy a pris fin, Gary voulait tout arrêter. Il était à bout. Devenir célèbre quand on est enfant et devoir gérer cette conscience de soi amplifiée, cette absence de vie privée ou personnelle, c'est quelque chose qui peut être très destructeur. Non seulement au moment où cela se produit, mais aussi plus tard, à l'âge adulte. Quand un enfant acteur n'a plus de plaisir à faire ce qu'il fait, mais que les gens autour de lui font pression pour qu'il continue, le ressentiment grandit, ainsi que l'impression de ne pas avoir eu d'enfance. Et cela peut se traduire par l'envie de tout envoyer balader. Mais ce n'est pas seulement son statut d'enfant star qui met Gary à rude épreuve. Quand Arnold et Willy s'arrêtent, le jeune acteur est à la tête d'une fortune estimée à quelques 18 millions de dollars. Quand il a eu 18 ans, une grande partie de l'argent que Gary s'attendait à voir sur son compte en banque n'était tout simplement pas là. Gary pense que ses parents et conseillers lui ont volé l'argent qu'il a si durement gagné.
Je crois que les parents de Gary, comme beaucoup de gens, n'ont pas eu la présence d'esprit de se dire « Il faut qu'on mette de l'argent de côté car un jour, ce train de vie va s'arrêter. » En 1993, Gary remporte le procès qu'il a intenté à ses parents. Mais les frais de justice l'ont ruiné. Gary a fini par traîner ses parents en justice car il pensait qu'ils avaient mal géré son argent. Ça a dû être déchirant pour lui. Il pensait pouvoir compter sur eux. Et quand on ne peut pas faire confiance à ses proches, on a du mal à nouer des relations professionnelles mais aussi personnelles par la suite. En plus de ses difficultés financières, Gary doit faire face à des problèmes de santé de plus en plus graves. Grâce au dossier médical de Gary, je sais qu'il avait un cœur hypertrophié et que ce problème a nécessité une opération lourde. Octobre 2009, à l'hôpital Utah Valley, 1 an avant son décès. Gary est opéré à cœur ouvert. Cette intervention longue et compliquée a pour but de remplacer sa valve aortique. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Gary a subi plusieurs opérations à cœur ouvert. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale ont trop de fluide dans le corps, car leurs reins ne peuvent pas les éliminer. Leur cœur doit travailler beaucoup plus dur pour pomper le sang et ses fluides dans le corps. Comme c'est un muscle, il devient plus gros. Les valves s'affaiblissent et le risque d'arrêt cardiaque augmente. Remplacer sa valve aortique était la seule solution. C'était sans fin. Une flopée de médecins, des hospitalisations à répétition. Et tout cela avait un coût. C'est la raison pour laquelle il avait tellement besoin de continuer à travailler comme acteur, pour payer son assurance. Gary souffrait de plusieurs problèmes cardiaques. Mais je n'ai rien trouvé dans son dossier médical indiquant qu'il a eu une crise cardiaque à cause de son cœur hypertrophié. Donc, je ne pense pas que les problèmes cardiovasculaires de Gary soient directement liés à son décès. Mais j'ai trouvé d'autres éléments dans le passé de Gary qui sont source d'inquiétude et posent question quant à sa santé mentale. 18 avril 2009. 13 mois avant sa mort. Après une violente dispute avec Shannon, Gary ne laisse pas d'autre choix à sa compagne que d'appeler la police. Quand la police est arrivée, ils l'ont trouvé dans la chambre, à l'étage. Il était sur son lit, avec un fil électrique attaché au lit et enroulé 4 fois autour de son cou. Il a déclaré qu'il voulait se tuer. Quand le policier lui a dit « Laissez-moi vous aider, je vais vous enlever ça », Gary a répondu « Non, laissez-moi mourir. Je veux mourir, je veux mourir. » Ce n'est pas la première fois que Gary attend à ses jours. Parfois, les pressions que subissait Gary devenaient insurmontables. Et si mes souvenirs sont exacts, il devait avoir 13 ou 14 ans quand il a fait sa première tentative de suicide. Il n'arrivait plus à supporter de se lever tous les matins et de faire face à ses problèmes de santé, mais aussi au stress lié à son personnage d'Arnold Jackson. La dégradation de son état de santé n'est pas le seul souci de Gary. Il reçoit de moins en moins de propositions de rôle et ses finances sont au plus bas. No, I know. We were here for Nicole Richie, but you're a bigger star than Nicole. No, Nicole actually worked a lot more often than I did. Il aurait adoré travailler davantage, mais il n'y avait pas tant de rôle que ça pour lui. À l'âge de 31 ans, Gary est contraint d'annoncer publiquement sa déroute. Filing bankruptcy was my only reasonable alternative. Il n'a pas d'autre choix que de prendre un emploi d'agent de sécurité sur un plateau de cinéma. Gary a parlé de devenir agent de sécurité. Il n'avait plus d'argent et il avait besoin de travailler. Faire quelque chose qui avait une utilité était important pour lui. Et parce qu'il était devenu agent de sécurité, le pays tout entier l'a tourné en ridicule. Les gens le voyaient comme le personnage emblématique d'Arnold.
Et je crois qu'il n'avait plus envie d'être connu à cette époque. Il disait « Laissez-moi tranquille ». Passer du statut de superstar américaine à celui d'agent de sécurité a dû être extrêmement difficile pour Gary. Cela a forcément dû influer sur son ego, sur son amour-propre. Il voulait qu'on voie qui il était vraiment et prendre ses distances avec le personnage d'Arnold Jackson. Mais le public ne l'entendait pas de cette oreille. Tous ces éléments forment un cocktail potentiellement explosif. Il avait sans doute l'impression d'être dans une impasse, ce qui peut être très déprimant. Il n'était pas heureux, il avait envie de tout arrêter. En 2010, l'ex-enfant star Gary Coleman meurt après s'être effondré sur le sol de sa cuisine. Personne ne sait avec certitude ce qui l'a tué. Aujourd'hui, le médecin légiste Michael Hunter mène l'enquête. Et les preuves qu'il a recueillies indiquent que l'acteur a peut-être mis fin à ses jours. J'ai déjà établi que la cause directe de son décès n'a rien à voir avec des complications liées à sa dialyse ou à des problèmes cardiaques. En revanche, j'ai découvert que Gary a commis plusieurs tentatives de suicide, dont la première remonte à 1982. Je vois qu'il a fait une autre tentative en juillet 2007. Il a appelé la police en disant qu'il avait pris une surdose d'oxycodone et qu'il voulait mourir. L'oxycodone est un puissant analgésique délivré sur ordonnance. C'est un opiacé comme l'héroïne, ce qui veut dire que c'est un tranquillisant. Si on en prend trop, le cerveau cesse de fonctionner et le corps oublie de respirer. Gary a-t-il pu prendre tellement de cachets qu'il s'est effondré et violemment cogné la tête? Mai 2010, 12h48, 2 jours avant son décès. Shannon demande à Gary de descendre lui préparer à manger. Peu après, un gros bruit la fait sursauter et elle se précipite en bas. Shannon trouve Gary étendu sur le sol de la cuisine avec du sang qui coule de sa tête. Sous le choc, elle remonte en toute hâte à l'étage pour appeler les secours. Voici l'enregistrement de son appel. 13h05. Sur les conseils de l'opérateur des secours, Shannon retourne dans la cuisine et donne des serviettes à Gary pour contenir les saignements. 13h15. Un agent de la police de Santa Queen est le premier à arriver sur place. Il soigne les blessures de Gary en attendant les secours. Gary est à peine conscient et il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. 13h30. Avec l'aide des urgentistes, Gary parvient à marcher jusqu'à l'ambulance, qui le conduit à l'hôpital où il reçoit les soins nécessaires. Le rapport de la police dit que Gary présentait une lacération de 5 cm derrière la tête. C'est une blessure tout à fait caractéristique d'une simple chute. Cependant, je ne pense pas que cette chute ait quoi que ce soit à voir avec le fait que Gary consommait trop de calmants, car il n'est fait aucune mention de la présence d'oxycodone dans le rapport. Et surtout, des témoignages consécutifs à de précédentes tentatives de suicide m'incitent à penser que Gary n'a pas du tout essayé de mettre fin à ses jours. Gary est venu me voir. Il m'a dit « J'ai pris des cachets et j'ai essayé de me suicider ». Est-ce que c'était un moyen pour Gary d'attirer l'attention? Oui, c'est certain. Mais est-ce qu'il a pris quelque chose qui a causé sa mort? Non. Je pense que c'était un appel au secours et que cela alimentait son état dépressif. L'abattement de Gary était-il bien réel? Absolument. Son désespoir était-il bien réel? Absolument. Est-ce qu'il voulait vraiment mourir? Pas du tout. Les tentatives de suicide doivent toujours être prises au sérieux.
L'idée selon laquelle une part de vous a encore envie de vivre est souvent vraie. Mais votre désespoir est tel que le seul moyen de communiquer votre mal-être est de lancer cet appel à l'aide. Je préfère mourir que ressentir ce que je ressens. Et c'est quelque chose que Gary a clairement exprimé à de nombreuses reprises. 27 mai à minuit, un jour avant son décès. Gary est hospitalisé depuis 24 heures. Mais il fait toujours l'objet d'une surveillance médicale étroite. À ce stade, Gary était conscient et lucide. Il se remettait de sa blessure à la tête. Son état à ce moment-là ne me paraît pas inquiétant. 16 heures, 20 heures avant sa mort. L'état de Gary se dégrade soudainement et il perd connaissance. Il finit par faire un arrêt cardiaque et l'équipe médicale a du mal à le réanimer. Son cœur repart, mais Gary est désormais incapable de respirer tout seul. Il est placé sous assistance respiratoire. « 48 heures environ après la chute de Gary sur le sol de sa cuisine, les médecins informent sa compagne qu'il est en état de mort cérébrale et qu'ils ne peuvent plus rien faire pour lui. Peu avant midi, le 28 mai, Shannon Price prend la décision de débrancher son respirateur artificiel. À 12h11, Gary Coleman meurt avec sa compagne Shannon et sa famille à ses côtés. Former child star Gary Coleman, who shot to fame on TV sitcom Different Strokes, died in a Utah hospital on Friday. He was 42. J'étais à mon hôtel à Londres. Mon téléphone a sonné. C'était l'émission Entertainment Tonight qui voulait recueillir ma réaction. J'étais là, de quoi parlez-vous? Eh bien, il est à l'hôpital. Et au cours de cette conversation, elle a dit « Oh, il vient de mourir ». Très surprenant et très très triste. Au moment où j'ai appris son décès, dire que j'ai été effondré serait très en dessous de la réalité. J'étais au bureau. C'était triste. J'étais vraiment triste. C'était très inattendu. C'était vraiment incompréhensible. C'est très surprenant que Gary soit passé d'un état stable consécutif à une chute au décès en seulement quelques jours. Donc, si je veux percer le mystère de la cause de sa mort, je dois absolument répondre à deux questions précises. La première, pourquoi l'état de Gary s'est-il dégradé aussi rapidement à l'hôpital? Et la deuxième, pourquoi Gary est-il tombé au départ? Pour répondre à la première question, j'ai trouvé un document officiel de l'hôpital expliquant qu'il souffrait d'une hémorragie intracrânienne, c'est-à-dire que son cerveau saignait. De minuscules veines entre la surface du cerveau et la boîte crânienne se rompent, ce qui entraîne une accumulation de sang. La pression augmente et comprime les tissus cérébraux. Si ce n'est pas soigné rapidement, cela peut entraîner des dommages cérébraux et la mort. Mais Gary a reçu des soins médicaux très rapidement. Dans ces conditions, une hémorragie intracrânienne n'est pas mortelle. Alors, pourquoi Gary a-t-il perdu la vie? Je pense que la réponse est liée au problème cardiaque de Gary. Après une opération lourde, telle que le remplacement de la valve aortique, les patients doivent prendre des anticoagulants jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est la raison pour laquelle une blessure à la tête, même bénigne, peut devenir fatale. Les hémorragies sont beaucoup plus difficiles à contenir, car le sang est incapable de coaguler. Mais je ne sais toujours pas ce qui est à l'origine de la blessure qui a fini par tuer Gary. Certains tiennent pour responsable la personne dont il est le plus proche.
Comme elle était agressive et dominatrice, il avait tendance à prendre ses jambes à son cou et se cacher dans un coin. Leur situation financière était extrêmement préoccupante. Certains pourraient dire qu'il avait beaucoup plus de valeur pour elle mort que vivant. Je ne lui ai jamais pardonné d'avoir débranché la machine. Elle n'avait pas le droit, et elle l'a fait très vite. Pour comprendre exactement comment Gary est mort, je dois résoudre le mystère de sa blessure fatale à la tête. Certains pensent que cette blessure résulte d'une dispute avec sa compagne Shannon. Il n'était pas rare que le couple en vienne aux mains. Ils n'ont pas été heureux très longtemps, ils se bagarraient comme des enfants. Leurs relations en dents de scie les ont amenés à être arrêtés l'un et l'autre pour violence conjugale. Gary Coleman sits in the Utah County Jail tonight. He was arrested on a domestic violence assault-related charge. Elle était forte, elle était autoritaire. Je pense que c'était un aspect de leur relation qui ne jouait pas en faveur de Gary, car il la laissait le dominer. Après le décès de Gary, les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Même les médias nationaux spéculent sur la cause de sa mort. And there's still not a really clear answer to how he fell and how there was so much blood involved. Dans le rapport de police, il est écrit qu'ils ont interrogé Shannon Price au sujet de l'incident. Les policiers ont fouillé la cuisine pour voir s'ils trouvaient des preuves suggérant un acte criminel. Comme il y avait un traumatisme crânien, le médecin légiste a enquêté, mais il n'a rien découvert de suspect. En conséquence, je vais écarter l'hypothèse des violences domestiques comme cause du décès. Mais j'ai enfin trouvé l'indice que je recherchais, et il vient de Gary lui-même, sur des images qui ont été filmées peu avant sa mort, et dans lesquelles il dit qu'on lui a prescrit un médicament appelé Dilantin. C'est un médicament anti-épileptique. De la même manière qu'un disjoncteur coupe le courant dans la maison quand celui-ci est trop fort, les crises d'épilepsie sont dues à une décharge électrique dans le cerveau. Les neurotransmetteurs envoient des messages à une vitesse beaucoup plus élevée. Le cerveau n'arrive plus à gérer et il cesse de fonctionner. Janvier 2010, 5 mois avant la mort de Gary. Gary est à l'hôpital à la suite d'une crise d'épilepsie dans un hôtel de Los Angeles. Il est de passage dans la région pour la promotion de ce qui sera son dernier film. Il est sorti le lendemain et il était vraiment très faible. Il marchait avec une canne et j'ai vraiment trouvé que sa santé avait décliné à ce moment-là. Gary fait une autre crise d'épilepsie en février 2010. Seulement 3 mois avant sa mort. Cela veut dire que Gary était atteint de troubles épileptiques. Et ce n'est pas rare chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Après avoir passé en revue tous les éléments, le Dr Hunter peut enfin reconstituer le fil des dernières heures de Gary Coleman. Gary est rentré chez lui après sa séance de dialyse, probablement fatigué et affaibli. Il descend préparer à manger pour sa compagne Shannon. Et là, il commence à se sentir mal. Dans son cerveau, un orage électrique se déchaîne. Des messages chimiques sont transmis de manière anarchique et ce déséquilibre déclenche une crise d'épilepsie. Gary s'effondre et sa tête heurte violemment le carrelage de la cuisine. Le choc rompt la peau et déchire des vaisseaux sanguins situés à la surface du cerveau. Du sang commence à s'accumuler dans l'espace situé entre son crâne et son cerveau. Gary est alors emmené à l'hôpital. À son arrivée, il est conscient et lucide. Mais à l'intérieur de son crâne, les anticoagulants qu'il prend empêchent le sang de se solidifier et il continue à s'accumuler. À mesure que le sang s'accumule, il exerce une pression sur son cerveau, ce qui limite l'accès du sang enrichi en oxygène aux tissus cérébraux et augmente le gonflement. Le stade suivant est l'hernie cérébrale. Privé d'oxygène, le cerveau commence à mourir. Les fonctions cérébrales déclinent rapidement et au bout d'un moment, Gary fait un arrêt cardiaque et respiratoire.
Gary est désormais en état de mort cérébrale. Les médecins n'auraient jamais accepté qu'on débranche son respirateur artificiel s'ils avaient eu le moindre espoir qu'il survive. La famille prend la décision de le débrancher. Et à 12h11, il est déclaré mort. Gary était un battant. Gary avait envie de vivre. Gary croquait la vie à pleines dents. Malgré toutes les difficultés, il n'était jamais prêt à renoncer. On fonde beaucoup d'espoir sur les enfants qui travaillent dans cette industrie. Et une fois qu'ils ont grandi, parfois, cela peut être cruel. C'est la tragédie de la célébrité. L'ironie veut que Gary restera dans les mémoires pour le personnage qu'il voulait à tout prix oublier. Je ne crois pas qu'il ait jamais dit quoi que ce soit de positif sur ces années où il tournait Arnold et Willie. Pas à moi, en tout cas. Je pense que c'était un cauchemar pour lui. Et qu'il en tirait une grande tristesse. Mais pour ses amis et ses fans, Gary Coleman sera toujours l'irrésistible Arnold Jackson. J'adorerais qu'on se souvienne de Gary comme de quelqu'un qui nous a vraiment amusés et qui nous a donné de l'espoir avec cette série. C'est ça l'héritage de Gary. Je pense que c'est incontestablement ça qu'il nous a apporté à nous tous. C'est le plus beau cadeau que n'importe quel artiste, n'importe quel être humain peut laisser derrière lui, et on se doit de le chérir. Potato.